Et donc, Génération Green, très simplement, elle repose sur deux fondements, très simplement. Premier fondement, priorité à l'élément humain. Et c'est la première fois où une politique sectorielle, particulièrement agricole, donne cette importance à l'élément humain. Donc, c'est-à-dire développement humain au cœur de l'équation de développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on a négligé l'humain auparavant, mais auparavant, on s'intéressait à son revenu uniquement. Aujourd'hui, il s'agit de son revenu, il s'agit de son bien-être, il s'agit de la protection sociale, il faut qu'elle soit généralisée, il s'agit également du milieu de vie, donc il s'agit de mettre en parallèle le développement agricole et le développement territorial, le développement rural en parallèle. Il faut qu'il ait l'école, il faut qu'il ait l'accès, il faut désenclaver. Soins de santé. Voilà, soins de santé, etc. Exactement. Donc tout le développement humain, il est inclus dans ce... Alors, et dans ce fondement, nous avons l'objectif de contribuer à faire émerger une classe moyenne agricole. L'un des programmes phares, c'est justement de la réforme des céréales, c'est d'irriguer sur 1 million d'hectares à partir d'une irrigation de complément. Je ne parle pas de l'irrigation complète, comme on le fait habituellement. L'irrigation de complément, c'est d'apporter 2 ou 3 arrosages pendant tout le cycle de la culture. C'est pratiquement imiter la pluie. Vous voyez, donc nous avons ce qu'on reçoit, peu importe la quantité, mais apporter le complément. C'est ce qu'on appelle l'irrigation de complément, soit au début au niveau des semis, soit vers la fin du cycle ou au milieu du cycle. Par exemple, cette année, ces céréales que je décrivais tout à l'heure, si j'avais la possibilité d'irriguer 2 fois, une fois en mars et une fois aujourd'hui, on aurait eu plus que le chiffre qui est dans la loi de finances. Vous voyez, je veux dire, avec ces 2 irrigations ou 3 irrigations. Donc, l'idée, c'est donc on a lancé ce programme de 1 million d'hectares, 1 million d'hectares donc de céréales irriguées à partir de l'irrigation donc de compléments. Nous avons déjà à peu près 300 000, mais il faut qui est irrigué dans les périmètres irrigués, mais il faut améliorer sa rentabilité, enfin sa productivité, c'est-à-dire avec le package, etc. Nous avons également, puisqu'on en est pour ne pas revenir là-dessus, un autre programme sur les céréales, c'est le programme d'adaptation au changement climatique en utilisant les techniques de l'agriculture de conservation. Ça s'appelle agriculture de conservation parce que elle permet des technologies qui permettent de bien travailler le sol, de le conserver et de conserver l'humidité du sol. C'est le semi-direct. C'est une technologie, ce n'est pas uniquement une technique, mais toute une technologie. Et donc nous avons commencé, c'est le 1 million d'hectares comme objectif. Et nous avons commencé, l'idée c'est d'arriver à 1 million d'ici 2030. Chaque année on fait 100 000 de plus. Le goulot d'étranglement, c'est les semoirs, c'est-à-dire il y a des semoirs, des machines qui sèment, qui sont particulières. Ce programme, si vous voulez, il y a 2 volets, c'est les semoirs. Alors ce que nous avons fait, c'est que pour booster un peu, bien sûr, nous avons l'aide, on a mis ça dans l'aide, 50% de prix d'achat pour ceux qui veulent acheter. Et de l'autre côté, nous avons, dans l'agriculture solidaire, acheté des semoirs pour les coopératives. Nous en avons acheté 170 l'année dernière. Et avant également, dès le début de la génération Green. Et nous prévoyons d'en acheter 150 cette année. L'idée, c'est de diffuser la technologie. Et quand je dis on les diffuse aux coopératives, je parle des coopératives de services dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a des jeunes qui font ce service, donc on les appuie avec ce matériel, surtout de techniques qu'on veut diffuser. Donc donc l'irrigation des céréales est je dirais, c'est le levier qui va nous permettre de réformer cette culture de céréales. Si on arrive à réaliser ce programme, on va assurer les 70 ou les 80 millions de quintaux qu'on met dans la loi de finances.
de manière sûre, machine hypothétique, mais de manière sûre, minimum. Parce que... Non, si vous voulez, on a longtemps discuté, c'est-à-dire que la fête d'Eid al-Adha al-Mubarak, le process, si vous voulez, de préparatif commence vers le mois d'octobre, souvent, chaque année, parce que, vous savez, on est dans l'habitude d'identifier les animaux avec le recensement des animaux et tout ça depuis 4 ans, 5 ans, on le fait depuis 5 ans. Depuis, si vous vous rappelez, le temps de la viande avariée, le problème depuis de ce temps, bon, chaque chose malheur est bon, on s'est engagé et puis on a établi le process. Donc on identifie les animaux qui sont destinés à l'Eid pour le suivre sur le plan sanitaire. Donc on commence en octobre parce qu'il faut lancer les marchés, etc. etc. Donc c'est un process qui est vraiment rodé. Alors nous sommes à presque aujourd'hui à 2 millions de têtes qui sont identifiées sur 5 à 6 millions qu'on identifie donc annuellement. Le besoin c'est autour de 5 à 5,5, y compris 500 000 de caprins, les chèvreaux. Et donc, pour répondre à votre question, d'abord la disponibilité, oui, on a l'offre nationale. La sécheresse, le manque d'alimentation, d'abord les animaux sont chétifs, surtout, même si on aide, vous savez, on a mis 10 millions de quintaux depuis l'année dernière, on parle de 4 milliards de dirhams donc, d'appui aux agriculteurs, mais ça ne veut pas dire que c'est gratuit, au moins ils achètent à 2 dirhams le kilo. Même avec ça, un animal ne peut pas vivre que sur l'orge, il faut qu'il ait de l'herbe, etc. Donc, comme c'est un régime qui n'est pas équilibré, vous avez un rendement par tête qui est moindre. Au lieu que ça fait 50 kilos, ça fait 30 kilos, 35 kilos. Et donc, il y a cet effet, si vous voulez. Et le déséquilibre dont j'ai parlé, c'est la reproduction du cheptel. Après, comment le reproduire? Pour le reproduire, il vous faut un certain nombre de brebis, de femelles qui sont reproductrices, et vous avez besoin d'un certain nombre de béliers, etc., etc. Si vous n'avez pas cet équilibre au niveau de la population, vous n'allez pas pouvoir reprendre ou retrouver la population l'année d'après. Donc, premier objectif de l'import, c'est de préserver le cheptel national, c'est-à-dire de ne pas égorger, de ne pas abattre les femelles avec les nagettes, enfin plutôt de les préserver pendant cette période. Parce que l'import, on a dit, on importe pendant 6 mois ou même une année pour la consommation, pour l'abattage, et aussi bien pour les bovins que pour les ovins. Et donc réduire la pression sur le cheptel national, mais évidemment également pour avoir une offre beaucoup plus importante pour pouvoir agir sur les prix, pour réduire les prix. C'est ça l'objectif. Maintenant, avec l'Eid, évidemment, bon, d'abord cette opération donc marche, mais elle est lente. Elle est lente, c'est beaucoup moins que ce qu'on voulait, si vous voulez, donc avoir. Pourquoi? Parce qu'on a simplifié les choses. Nous sommes exigeants uniquement sur, on a simplifié tout ce qui est administratif, tout ce qui est douane, on est exigeant uniquement sur le plan sanitaire. Sanitaire, il y a des choses qu'on ne peut pas simplifier. Il faut faire des analyses, il faut savoir comme l'état sanitaire de l'animal qui rentre. Mais on a simplifié, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un process de 40 jours entre l'achat et puis l'arrivée, on est à 1 semaine, à 10 jours, à 15 jours, etc. Bien sûr, ça dépend d'où. Je parle du nord de l'Europe, c'est en 1 semaine, on peut avoir entre l'achat et l'arrivée. Mais les animaux qui arrivent, vous voyez, ils sont d'abord stressés, il y a un effet, si vous voulez, il leur faut un petit moment d'adaptation et de reprise, etc., avant qu'ils soient abattus. Maintenant, par rapport à l'Eid, donc c'était ça l'objectif. L'Eid est venu comme un autre facteur. Beaucoup d'agriculteurs, d'éleveurs ne vendent pas aujourd'hui leurs animaux parce qu'ils les préparent ils les engraissent pour la fête de l'Eid.
juste cette opération, vous savez, je n'en vois l'objectif, c'est de les vendre plus cher. La pluie dont j'ai parlé tout à l'heure, le mois de février-mars jusqu'à aujourd'hui, ça les a allégés parce qu'il y a des parcours encore il y a des ressources. Donc ça les a aidés à les maintenir. Donc ils ont quelques la rétention. Ça explique aussi les prix. Pourquoi sur les prix, c'est pas un manque c'est qu'il y a une rétention et c'est normal. Et nous voulons qu'ils les retiennent parce que il faut qu'ils les maintiennent pour la suite. Et évidemment pour la population de l'Aïd, donc ce que sur les 5 millions, les 5,5 si vous voulez qu'on identifie, nous avons 200. Exactement aujourd'hui 214 000 éleveurs qui sont acteurs et qui engraissent pour l'Aïd spécialement. En plus, bien sûr, de ceux qui ont leurs propres moutons, etc., ou qui vendent aux voisins, etc. Mais je vous parle de ce qui alimente les villes, etc. C'est 214 000 unités d'élevage destinées à l'Aïd. Et donc, ça, on le suit. On a les statistiques, donc on le suit. Évidemment, si on veut agir, on veut agir sur les prix, on veut que l'Aïd soit vraiment abordable pour les consommateurs et pour les Marocains, nous espérons avoir donc une importation importante de races et qualités qui conviennent. Qui convient, vous savez, l'Aïd c'est un rituel, et puis il y a même le type de mouton, sardi, shada, etc. Donc il faut trouver des races qui conviennent, qui sont compatibles. Alors il faut les trouver. Je sais qu'en Europe, il y a un certain nombre de pays comme la Roumanie, comme l'Espagne, etc. Maintenant, ça existe. Le côté de l'offre, combien et à quel prix? Mais nous, on a ouvert le monde. C'est-à-dire, on a accéléré les accords sanitaires avec plusieurs pays pour pouvoir justement faciliter l'import. Donc c'est le privé qui le fait. Nous avons supprimé les droits de douane, 0 droit de douane, supprimé la TVA sur l'import, 0. Nous avons un appui à l'aliment de bétail, l'orge, etc. Nous avons supprimé la TVA sur l'import, sur l'aliment du bétail importé, les éléments comme le soja, comme la paille, etc. Donc nous espérons, donc s'il y a une importation importante et que l'offre augmente, parce que pour réduire les prix, il faut que l'offre soit le double, vous voyez, nous espérons que ça... Maintenant, l'Aïd, c'est un événement très important pour le monde rural, vous l'avez très bien dit, c'est un transfert de capitaux d'environ 12 milliards en moyenne, 12 milliards de dirhams vers le monde rural, qui se fait pendant cette période. Et surtout, la catégorie des agriculteurs qui sont des éleveurs, c'est pratiquement leur trésorerie annuelle. Et toute l'année, ils ont ce capital, après, ils vendent pour avoir une trésorerie pour financer leur campagne agricole suivante, etc., etc. Donc c'est très important. Donc il n'y avait aucune raison de l'annuler en termes par rapport à la question de l'offre, par rapport à la question donc de la diversité, par rapport à la question de... Par contre, le prix. Il y a d'abord cette question d'inflation qui continue. Vous avez vu le prix de la viande n'a pas diminué, mais elle s'est stabilisée. C'est stabilisé, et donc je ne pense pas qu'en 2 mois elle va chuter, mais tout l'espoir, c'est qu'avec cette importation et avec l'offre aussi nationale, parce que ce qu'on identifie, c'est vraiment par rapport donc aux besoins, mais il y a le double qui n'est pas identifié, il est là. Par exemple, tout l'aspect caprin qui est très important et qui est une population qui s'adapte et qui est résiliente et qui n'a pas diminué. Et pour vous donner un chiffre, c'est 15% de diminution qu'on a connue par rapport au cheptel, donc au vin. Donc les prix, la question des prix reste une question sur laquelle on essaye d'agir, mais nous n'avons pas de maîtrise sur ça, pour être très, très clair.
Comment? Le marché est libre. Le marché est libre. Oui, oui, c'est ça, mais bon, d'un côté il est libre, mais de l'autre côté, on se soucie du consommateur. On veut que... Mais le marché est libre. Et pour les éleveurs, ça aurait été une mauvaise chose. C'est une sanction. Vous voyez, au moins si la compagnie était bonne, on va se dire, bon, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils les maintiennent, parce qu'ils les ont déjà préparés, ils ont déjà dépensé, et il faut qu'ils les maintiennent encore, et surtout l'été, il faut qu'ils dépensent encore, et c'est très compliqué. Et puis après, les prix, l'alimentation est très cher. Donc il y a l'inflation, les prix de l'alimentation qui a augmenté le prix de manière globale, et puis il y a cette année, cette sécheresse qui malheureusement continue. Mais bon, comme je vous ai dit, on s'adapte, on essaye de... Mais notre souci aujourd'hui, bien sûr, les événements qui viennent, etc. Il y a l'été. N'oubliez pas, l'été, c'est très important. L'été de l'année dernière, on n'a jamais vu cet afflux au niveau national. Vous savez, c'était difficile de trouver sa place le long de... Et malgré tout, on n'a pas entendu parler de problèmes d'approvisionnement, de problèmes. Il y avait la cherté, il y avait tout. Et on n'attendait pas ce monde en été l'année dernière. Et cet été, je suppose que ça va être un peu la même chose. Oui. Pareil, parce que tout est cher par ailleurs. Donc nos concitoyens à l'extérieur, ils vont rentrer. Et donc, on se soucie de l'été également. Et on se soucie de l'année prochaine.